Je pense sincèrement que le marché du freelancing est saturé. Alors, non pas en termes d'offres, mais en termes de messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se présente de la même façon. On entend partout du je suis créatif, je m'adapte à vos besoins, je vous crée une solution sur mesure. Mais le problème, c'est que personne ne va recommander un freelance pour tout. On va recommander la référence dans son domaine, on va recommander la personne qui solutionne un besoin particulier et qui crée tout ça d'une main de maître. Ou alors, on va recommander le ou la moins chère parce qu'on peut lui donner tout à faire et il va que dalle nous facturer. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, en tout cas j'espère que c'est pas ce pourquoi vous êtes ici. Et si vous êtes comme moi, surtout comme moi quand je me suis lancée, très curieux, avoir envie de toucher à tout, mais peur de s'ennuyer, se nicher, ça peut très très vite ressembler à une prison, en fait, et ça fait peur. Et sincèrement, je dis ça parce que je pense que je sais pas, 80 à 90% des freelances avec lesquels j'échange me font part de cette peur. Ils ont peur de s'enfermer, ils ont peur de louper des opportunités, ils ont peur de se lasser de ce pourquoi ils ont voulu se lancer. Alors qu'en réalité, le problème, c'est pas de se nicher. Le problème, c'est de bien le faire. Il y a des façons de se nicher, il y a différents types de niches et il y a un concept que nous, on a créé. En gros, le but de cette vidéo, c'est de partager et surtout de vous convaincre du fait que il est possible de se nicher et que se nicher, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre business, tout simplement. Mais que par contre, donc ça c'est un point sur lequel on va bien insister, si tu le fais mal, tu t'exposes à des risques, court terme et long terme. Et ensuite, évidemment, je vais vous présenter ce fameux concept, le concept de la niche fluide, qui est un concept qui, sincèrement, aurait révolutionné mon business et donc ma vie si je l'avais connu plus tôt et à minima si je l'avais connu quand je me suis lancée. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais partager aussi mon écran, un article qu'on a écrit avec ProduScale sur le sujet. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter un maximum de valeur supplémentaire et d'exemples, d'illustrer un maximum mes propos. Avant de commencer, déjà, il faut savoir que la niche, c'est donc un multiplicateur de business. Pour ça, on va partager trois schémas. Le premier, imagine, tu as deux freelances qui font la même chose, qui ont le même talent, sincèrement, le même niveau d'expertise, la même expérience. Il y en a un qui se présente comme étant graphiste, qui est capable de faire un projet web, projet print, peut réaliser votre identité visuelle, juste votre logo si vous le souhaitez, créer votre palette de couleurs, décomposer tout ça sur différents supports de communication. Et t'en as un autre qui est graphiste, spécialisé dans la création d'identités visuelles pour les restaurants gastronomiques. Qui, selon vous, a le plus de potentiel de se faire recommander à des restaurateurs? Le deuxième, évidemment. Ensuite, deuxième image, il y a deux restaurants. Le premier, c'est un restaurant, tu passes devant, ça s'appelle la place du marché. Tu as du riz cantonné, du sushi, des huîtres, du burger, des pâtes, des pizzas. Et le deuxième, c'est un restaurant italien, ça s'appelle, je sais pas, la Pizza della Mama, qui te propose des pâtes et de la pizza. Sincèrement, entre nous, dans lequel tu vas emmener ta mif, dans lequel tu vas te dire: là, ça va être bon». On va jamais aller dans le premier. En tout cas, a priori, si on a le choix, on va pas aller dans le premier parce qu'on se dit: «Le premier il y a trop de choses», donc c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans rien, donc a priori, ça va être du surgelé ou juste, ça va pas être bon parce qu'il y a trop de trucs à la carte. C'est, un peu genre le b.a-ba du bon choix, en tout cas, de restaurant. Dernière illustration, t'as des problèmes de peau, tu vas voir qui? Tu vas voir le généraliste ou tu vas voir le dermato? J'en ai fini avec mes comparaisons, mais tout ça pour dire que ces situations, genre le restaurant ou le médecin, c'est des choses qui s'appliquent au business physique et pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux business digitaux? Eh bien, ça s'applique aux business digitaux. Il faut choisir une niche et il faut la choisir correctement. Par contre, je tiens à faire un gros warning sur la première image mentale que j'ai dit. J'ai grossi les traits, encore une fois. T'as deux graphistes, t'en as un qui propose tout type de support de communication quelconque, et t'en as un qui est graphiste spécialisé dans la création d'identité visuelle pour les restaurants gastronomiques. Gros warning, c'est un exemple. Ce n'est pas forcément une bonne chose à faire, parce qu'on va le voir juste après. Pour choisir une niche, qui plus est pour choisir une niche en termes de cible, il faut que ce soit validé par le marché. Il faut qu'il y ait un besoin. Et là, sur une niche qui est précise comme celle-ci, les restaurants gastronomiques, pardon, c'est quand même un domaine, un cercle assez fermé, le cercle de la restauration. Si tu veux te lancer là-dedans, est-ce que tu as du réseau? Est-ce que tu as de la preuve sociale? Est-ce que la majorité des choses que tu as déjà créées, ce sont des illustrations visuelles, des chartes graphiques, des identités visuelles, pardon, pour des restos? Et tu en as quelques-uns qui sont premium, donc des restaurants gastronomiques. Est-ce que tu es en capacité
d'aller mettre en place une stratégie d'acquisition spécifique pour eux. Par exemple, pour les restaurants gastronomiques, il y a plusieurs strates, bien évidemment, à mettre en place, mais une d'elles, ça va être de la prospection physique, parce qu'ils sont très dans le concret, ils sont dans le physique. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas être capable de faire? Il y a énormément de questions à se poser avant de se nicher. Qui plus est quand tu veux te nicher en termes de cible, parce que tu as deux grandes catégories de niches. Tu as la niche cible et tu as la niche positionnement slash prestation que tu vas proposer. On va décortiquer tout ça juste après. Mais gros warning à faire dessus, parce que je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, il faut faire attention. Il y a plein de choses à prendre en considération avant de te nicher. C'était juste pour illustrer mes propos. Maintenant, pourquoi les différentes images mentales que je vous ai projetées, ça fonctionne? Parce que il y a trois choses. Déjà, ça crée de la clarté mentale. Le cerveau humain adore les catégories simples et c'est pour ça que autant de cases qui sont créées partout dans la société. Quand ton positionnement il est précis, les gens savent immédiatement à qui te recommander. Ensuite, le biais d'expertise. C'est un biais qui est scientifiquement prouvé. On a tendance à percevoir les spécialistes comme étant plus compétents que les généralistes, même si c'est pas toujours vrai. Par exemple, si on reprend le troisième exemple, je crois que les dermatos font quand même beaucoup plus d'études que les généralistes, mais un, comment ça s'appelle, un ostéopathe fait moins d'études qu'un généraliste. Pourtant, on se dit, l'ostéopathe, étant donné qu'il est spécialisé, il va être plus compétent que le médecin. Mais un ostéopathe ne fait aucune étude de médecine, c'est une école d'ostéopathie si je ne me trompe pas. C'est voilà, c'est la même chose. En étant spécialisé, même si tu n'es pas forcément si tu n'as pas forcément plus de compétences dans le sens compétences intellectuelles ou compétences scolaires, on va t'assimiler à quelqu'un de meilleur parce que en fait tu es spécialiste de ton domaine tout simplement. Et le troisième chose importante et qui explique que se nicher de cette manière-là fonctionne, c'est l'autorité en fait parce que ton message, vu qu'il est clair, bah, il est focalisé sur une personne précise ou sur un besoin précis ou sur une résolution de problématique précise et donc tu deviens bah, la référence dans ton domaine parce que forcément on va beaucoup plus se rappeler de toi, si dans ton message, on comprend que tu interviens dans telle situation pour tel type de personne, que si tu es capable de faire tout. En fait, juste, si on prend encore un autre exemple, en gros, je sais pas, un prestataire SEO qui est spécialisé dans le SEO pour les e-commerçants ou un prestataire SEO qui est spécialisé dans le LLM, dans le référencement sur les outils comme ChatGPT, etc. Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin de quelqu'un pour mieux me référencer sur ChatGPT. Si je vois plein de prestataires de SEO différents qui ont l'air de faire du bon taf, mais qu'il y en a un où j'ai vu partout qui l'a martelé, qui a été spécialisé dans les LLM, évidemment que c'est lui que je vais recommander. Donc c'est dans ce sens-là que ça crée à la fois une clarté mentale, un biais d'autorité et un biais d'expertise. Pour appuyer un petit peu ces sources, on a une étude de la Harvard Business Review de 2018 qui a expliqué que les freelances qui se spécialisent, donc les freelances spécialistes, facturent entre 20 et 50% plus cher que les généralistes à compétences équivalentes. Donc vraiment, même degré, même niveau d'études, même degré d'expérience, etc. Simplement parce qu'on se dit, c'est un spécialiste, donc en fait il a plus de compétences, il a plus d'expérience, c'est OK s'il coûte plus cher, parce qu'il coûte plus cher parce que il est spécialisé. Donc en fait, il est censé, enfin, c'est ce fameux biais d'expertise. Typiquement, bah, c'est pour ça que un ostéopathe, si on reprend l'exemple de l'ostéopathe, coûte plus cher qu'un généraliste. Enfin, je catégorise évidemment, je connais pas le marché, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est factuel et c'est difficile à contredire. Maintenant, là, exposé des choses que très certainement vous savez tous, et vous allez très certainement me dire, ok, je comprends, on me l'a déjà dit 1000 fois, maintenant comment je le fais, et surtout, bah moi j'ai peur que si je me dis, ok, vas-y, je me focalise dans une expertise particulière pour devenir une référence, bah en fait j'ai fait le tour au bout de 6 mois et que je m'ennuie et que je revienne à la case départ, ou que je me sois cramée, j'ai plus confiance en moi, etc., etc. On y arrive, on va voir comment mettre en place tout ça, on va voir comment mettre en place le concept de la nuit fluide, mais avant, il faut voir quels sont les avantages à le faire, quels sont les inconvénients, en gros les points positifs et les choses sur lesquelles tu dois vraiment faire attention, le concept de la niche fluide et concrètement comment ça s'applique. Alors, quels sont les avantages d'une niche qui est bien choisie? Il y en a plusieurs. Je pense que vous avez le premier en tête qui est que, bah, en fait, vu que je suis un expert, on va plus faire appel à moi. C'est pas aussi simple que ça. C'est que, comme on l'a vu, dans un premier temps, tu vas être mémorable. Pourquoi? Parce que si tu te positionnes sur une solution particulière, on va plus se rappeler de toi et donc être plus susceptible de faire appel à toi si on a un besoin ou si on entend parler de quelqu'un qui a un besoin. Exemple. Il y a
un RH qui est juste RH freelance, RH part-time, et un RH qui est RH part-time spécialisé en boîte tech, en hypercroissance. Là, tu as une image précise et ça sous-entend une spécialité. Pourquoi? Parce que c'est pas RH freelance pour les startups, c'est RH freelance pour les boîtes tech. Les boîtes tech qui sont donc une sous-catégorie des startups. Ça, je commence à décomposer un peu le concept de la niche fluide, mais évidemment qu'on va voir les théories et la pratique après. Ensuite, le sous-entendu derrière hypercroissance, c'est que tu es capable de gérer une situation précise. Hypercroissance pour une startup, c'est quoi? C'est que bah, très simplement, des fois, il y a une levée de fonds. En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui rentre d'un coup. Donc, en fait, il y a beaucoup de recrutement. Il y a aussi beaucoup de licenciements, beaucoup de gestion administrative, management, RH, etc. Et donc, généralement, en hypercroissance, je dis ça parce qu'on a accompagné une cliente qui s'est nichée là-dedans. Généralement, en hypercroissance, eh bah, tu as besoin de personnes qui viennent en backup, en fait pas ad vitam aeternam sur un certain nombre de mois pour aider les solutions RH qui sont déjà en place dans la boîte et pour juste venir prendre la charge de travail qui est à prendre et mettre en place les bonnes pratiques. Évidemment qu'une startup en hypercroissance, une boîte tech en hypercroissance, va faire appel, si elle a de l'argent, ce qui est le cas puisqu'elle est en hypercroissance, à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ok, là j'ai un besoin rapide, je fais face à une situation de crise, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mes salariés, j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Hypercroissance, il maîtrise exactement la situation dans laquelle je suis, donc il parle mon vocabulaire, donc en fait il est capable de m'aider. Et boîte tech, bah il ou elle a déjà bossé avec des salariés et donc les typologies de salariés que j'ai. Donc, a priori, plus simple pour elle de communiquer avec les gens et de prendre à cœur son rôle de RH. Je rentre un peu en profondeur sur le sujet, mais c'est pour expliquer pourquoi cette image, elle est si précise pour ta cible en fait. Et si ton image, elle est précise, derrière ton marketing, il devient simple. Parce que tout simplement, tous tes posts, tu vas répondre à une problématique de ta cible. Parce que tu sais que, si on reprend cet exemple, une boîte tech en hypercroissance, elle fait face à X, Y, Z. Une boîte tech, elle a tel type de solution, qui demande tel type de salarié, qui pose tel problème. Aussi, tes offres, ils utilisent leurs mots parce que forcément, il faut s'adapter au vocabulaire de ta cible. Et si tu le maîtrises réellement, tu l'utilises dans ton marketing et donc tu parles au cœur de ta cible. Et ensuite, évidemment que si tu es niché là-dedans, c'est que tu as de l'expertise là-dedans. Évidemment, il ne faut pas se nicher si tu n'as pas d'expertise, ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne va pas faire appel à toi. Donc, si tu as des exemples, si tu as des témoignages de personnes qui étaient dans la même situation que ton client type, eh bien, tu renforces la trust et donc on fait l'appel à toi. Ça me fait arriver au dernier point, c'est que forcément, si tu es expert dans une situation précise et dans un type de client précis, forcément, tu peux augmenter tes prix. Pourquoi? Parce que tu es spécialisé, donc tu es plus compétent. Comme on l'a dit juste avant, dans la tête des gens, tu es spécialisé, donc tu es plus compétent. Et aussi, factuellement, tu es spécialisé, donc oui, tu es plus compétent. Parce que vu que tu maîtrises le domaine, tu passes moins de temps à comprendre le marché, comprendre le vocabulaire, comprendre les gens. Et plus tu es compétent, plus tu es rare. Plus t'es rare, plus t'es cher. Enfin, c'est juste le b.a.-ba de la rareté et de la spécialité. C'est comme l'or, c'est comme le diamant, etc., etc. Donc en fait, ta valeur sur le marché augmente, donc derrière, tu peux scaler. Et donc derrière, tu t'assures aussi une certaine stabilité pour plusieurs raisons. Tu es une référence dans ton domaine. Donc en fait, tu sais, via les témoignages que tu as, etc., qu'on va faire appel à toi, on va te choisir toi pour gérer la situation que tu choisis. Tes prix sont plus élevés. Donc en fait, tu t'assures une certaine stabilité financière, tout du moins une certaine trésorerie. Et troisième point, le bouche à oreille arrive. Parce que forcément, à partir du moment, évidemment, où tu fais du bon travail, tu as solutionné un besoin spécifique, chaque personne dans chaque domaine connaît d'autres personnes dans ton domaine. Les restaurateurs traînent avec des restaurateurs. Les profs traînent avec des profs. Les start traînent avec des start. Donc en fait, si tu fais du bon taf et si tu es positionné sur quelque chose de pointu, on va te recommander. Il y a des mécanismes que bien évidemment tu peux mettre en place, que tu dois pousser. Nous, on voit ça dans Produit Scale pour faire en sorte d'augmenter ton taux de référol. Mais factuellement, si tu fais du bon taf et que tu es spécialisé, tu vas être recommandé. Et si tu es recommandé, eh bien, tu peux augmenter tes prix, etc., etc., etc. Donc selon moi, l'argument numéro un pour se nicher, c'est celui-ci. C'est que, en fait, le fait de te nicher te ramène du business, qui te ramène du business, qui te ramène du business, etc., etc. Et quand tu sais précisément ce que tu offres, pour qui, de quelle manière tu le délivres, tu peux aussi aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que forcément, factuellement, à partir du moment où tu répètes ta mission plusieurs fois,
C'est pas forcément le cas pour les créatifs. Je mets un gros warning dessus parce que du coup, je sais très bien que les mécanismes sont différents et encore, il y a des trucs que tu peux templétiser. Mais si tu fais la même chose, plus ou moins, pour différents types de personas qui sont exactement les mêmes, tu peux aller beaucoup plus vite dans tes prestations parce que tu peux templétiser et tu peux processiser tes actions. Donc factuellement, tu vas aussi naturellement augmenter tes prix si ton prix reste le même, mais le volume horaire, donc l'intensité de ton travail, elle baisse. Donc, juste factuellement, bah, vu que tu travailles moins, mais pour le même prix, bah, tu augmentes tes prix. Et donc, tu peux prendre plus de clients. Et donc, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment, en fait, pour ça, principalement, que c'est un banger de se nicher. Mais on va voir comment bien se nicher, parce que là, encore une fois, c'est très théorique. Mm, à retenir. Par contre, quels sont les pièges à éviter et surtout les inconvénients à se nicher? Parce que effectivement, bah oui, ça existe. Se nicher, c'est pas la baguette magique qui résout tous tes problèmes et je te dis pas qu'en te nichant, tu vas réussir à avoir X leads qui tombent par mois et signer tant de clients. Évidemment, j'insiste encore une fois dessus et je vais revenir dessus après, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération pour te nicher et pour être sûr de te nicher correctement et que tu patauges pas dans la semoule et que tu perds pas juste ton temps. Mais encore une fois, si tu te niches pas sur des données de marché concrètes et que tu fais pas les choses correctement, tu vas juste perdre du temps, juste perdre de l'énergie, juste perdre de la confiance en toi et donc perdre de la crédibilité. Il y a plusieurs choses à prendre en considération et des pièges à éviter. C'est de se nicher dans un marché qui est trop petit. Un marché qui est trop petit, c'est exemple, t'es photographe pour mariage, ok, spécialisé dans la photographie sous-marine à Tahiti. J'exagère, je sais pas, j'espère pas qu'il y a des gens qui sont nichés là-dedans, mais tu comprends bien, enfin vous comprenez bien que c'est beaucoup trop. Tu vas peut-être avoir dans ce type de situation un ou deux clients sur l'année, mais tu pourras jamais en avoir plus. C'est intéressant par contre de se surnicher, enfin de se sous-nicher dans un truc comme ça, si tu factures extrêmement cher et que tu peux pas prendre beaucoup de clients. Mais quoi qu'il en soit, se nicher dans un marché trop petit, tu vas finir par faire le tour et surtout le marché, s'il est trop petit, très certainement qu'il est très fermé et si t'as pas de réseau dedans, tu vas difficilement rentrer dedans. Je prends juste un exemple pour différencier le marché tout petit du marché plus resserré. Par exemple, on a une cliente qu'on a accompagnée qui s'appelle Clara, qui est CMO part-time et qui, de par ses valeurs et son engagement personnel, ne souhaitait et ne souhaite travailler qu'avec des entreprises à impact et des boîtes engagées. Forcément, ça réduit le marché. Pourquoi? Parce que boîte à impact, généralement, dit moins de budget. Donc elle, forcément, de par son positionnement, de par le fait qu'elle est CMO part-time, donc ça sous-entend un certain budget marketing, elle travaille avec des entreprises à impact, des boîtes engagées qui sont à un certain stade de développement, en tout cas qui ont du budget. Forcément, ça lui laisse pas énormément de choix, même si, je suis tout à fait d'accord, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont des entreprises à impact, qui sont des entreprises engagées. En tout cas, son marché est forcément plus restreint que des entreprises, tout simplement. Une CMO part-time lambda, entre guillemets. Mais, étant donné qu'elle est CMO part-time, qu'elle vend à un certain tarif, et que c'est du recurring, c'est la mise en place de de la stratégie opérationnelle ensuite derrière, elle ne peut pas prendre 15 clients par mois. Elle peut prendre, si je ne me trompe pas, quand elle bossait avec nous, elle pouvait prendre 3 à 4 clients mensuels, mais ces 3 à 4 clients mensuels sur 2025 lui ont permis de signer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est énormissime. Mais son marché, elle pourrait encore le rapetissir en se focalisant sur un type d'impact particulier, par exemple, ou sur un type de boîte particulier, genre des PME ou des startups ou des startups de la tech ou je ne sais quoi, parce que étant donné qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir énormément de clients, si le marché est resserré, c'est ok. Par contre, il faut faire attention. Juste pour illustrer mes propos et pour dire qu'il n'y a pas de solution magique, il y a des choses à prendre en considération, certes en termes de situation de marché, mais aussi par rapport à toi, ce que tu es capable d'emmagasiner. Donc comme toujours, bah, tout dépend de tes valeurs, de ta situation, de ta personnalité, etc., etc. Mais en général, trop te nicher, ça te porte préjudice. Et surtout si tu te niches, mais que il n'y a pas de légitimité à te nicher, en fait, il n'y a pas de besoin du marché, et s'il n'y a pas d'offre, en fait, ça sert à rien de te nicher sur un truc pour lequel personne ne cherche, tout simplement. Ensuite, deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est la dépendance. Parce que forcément, si tu es sur un marché, certains marchés, qui plus est s'il est petit, que ce marché s'effondre, tu t'effondres avec. Pourquoi? Parce qu'en plus, bah, tu que des preuves sociales dedans, le marché s'effondre, tu dois aller ailleurs, mais on te demande d'avoir des preuves sociales, on te demande d'avoir de l'expertise que tu n'as pas parce que tu étais sur un autre marché, donc en fait c'est la galère. Donc il faut vraiment faire attention. Et ensuite, la dernière chose qui résulte
d'une mauvaise niche, c'est cette chose dont on parlait tout à l'heure, cette situation d'enfermement où ta niche peut ressembler à une prison si tu ne le fais pas correctement. Mais si tu appliques le concept de la niche fluide sur lequel on arrive, ça ne devrait pas se passer. Donc, qu'est-ce que la niche fluide? C'est l'équilibre idéal. En gros, c'est une idée assez simple. On va partir de ce schéma pour illustrer mes propos. Là, c'est de la théorie. Ça va peut-être pas être très compréhensible, mais ensuite, je vais montrer concrètement comment on l'a appliqué avec certains clients pour que tu te projettes exactement. Ici, ma page blanche, en fait, c'est le monde du business. Dans le business, il y a des domaines. Exemple, l'e-commerce, l'infoprenariat, la prestation de services, les startups. Dans chaque domaine business, il y a des sous-domaines. Si on prend l'exemple de la prestation de service, il y a le copywriting, le design, les RH, CMO, enfin bref, un sous-domaine quoi, ton domaine d'expertise, ton sous-domaine d'expertise. Ensuite, dans ces sous-domaines, il y a des spécialités. Tu peux être copywriter pour les tunnels de vente. Tu peux être closer uniquement en B2B ou closer en B2C. Tu peux être graphiste web ou graphiste print, je dis n'importe quoi. Et dans chacune de ces spécialités, il y a des niches. Donc, copywriting pour les formateurs qui font plus de 100K par mois. Copywriting pour les formateurs qui sont dans le monde du mindset. Je dis n'importe quoi. En gros, là c'est le business, là c'est le domaine, là c'est les sous-domaines, là c'est les spécialités, et là c'est la niche. Ça, c'est pourquoi c'est une niche fluide, parce qu'en fait, le principe, c'est que tu vas pouvoir naviguer, une fois que tu es ici, entre les différentes spécialités et ensuite entre les différents sous-domaines. Parce qu'à partir du moment où tu es copywriter, si tu te spécialises pour le copywriting de formation et que tu te sous-spécialises dans le copywriting de tunnel de vente pour les infopreneurs qui font plus de 100K par mois, en fait, rien ne t'empêche de remonter à faire du copywriting pour les infopreneurs et à partir sur du copywriting spécialisé en emailing, et rien ne t'empêche de remonter sur du copywriting plus généraliste à un moment donné. Et donc, en fait, par exemple, fluide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux naviguer. Donc, en fait, tu peux naviguer dans le type de prestation que tu proposes. Mais a priori, tu vas et tu ne dois pas changer de domaine parce que là, ça nuit à ta crédibilité. Il faut quand même qu'on comprenne quitter en fait dans quel domaine tu t'intègres. Et si tu veux faire les choses, idéalement, tu vas descendre petit à petit. Donc d'abord, tu vas faire du copywriting. Ensuite, tu vas faire du copywriting de lancement de formation. Ensuite, du copywriting pour un entrepreneur à plus de 100K. Et ensuite, tu pourras t'amuser à remonter. Mais idéalement, il ne faut pas directement se nicher. Pourquoi? Parce que généralement, se sous-nicher, pardon, ici, ça demande de la preuve sociale et il faut que ce soit validé par le marché. Donc, exemple, tu as choisi un domaine, la prestation de service. Tu sais déjà que sur les prochaines années, tu veux rester dans ta prestation de service, tu veux rester dans ce domaine-là, parce que tu veux finir par devenir un des meilleurs dans ton domaine. Donc maîtriser les codes, maîtriser les process, éventuellement développer une agence, etc., etc. Ensuite, tu choisis un sous-domaine. Exemple, les landing pages. Tu te formes dans ce sous-domaine, tu vas trouver tes premiers clients et évidemment, tu testes un maximum de choses, un maximum de cibles, tu vas te questionner, tu vas regarder ce que tes concurrents font, tu vas regarder ce qui fonctionne sur le marché US, tu vas regarder ce qui arrive sur le marché français. Ensuite, tu vas te spécialiser. Tu vas faire des landing pages sur les agences. Peut-être parce que c'est là où tu as le plus de demandes. Faut pas que ce soit du hasard. Faut pas que tu dises, bon, tiens, je vais me spécialiser, je vais proposer que des agences. Non, parce que c'est validé par le marché. Au fil de tes tests, de tes analyses, de ton benchmark, tu te rends compte qu'il y a vraiment un besoin particulier ici, qu'en plus tu as de la demande qui rentre. Bon, go, te nicher, comme ça tu vas être clair. Te spécialiser, pardon, comme ça tu vas être clair. Ensuite, tu vas te nicher. Donc, tu vas faire des landing pages pour les agences créatives qui ont plus de 100K par an. Je dis pas que c'est une bonne niche, hein, c'est juste pour illustrer mes propos. Évidemment, c'est pas une niche idéale si ça répond pas à certains critères. Ce positionnement, il doit être réfléchi, il doit être appuyé sur tes tests, sur ton analyse, et il doit surtout être rentable. C'est-à-dire que tu as déjà fait rentrer du cash dans cette niche-là pour te permettre de te dire je vais me nicher là-dessus. Et ça doit être rentable aussi dans le futur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'agences créatives qui sont nichées là-dedans et qu'il y a un vocabulaire spécifique, une façon de présenter spécifique, un univers spécifique aux agences créatives qui explique que tu te niches sur elles. Qui plus est quand elles font plus de 100K, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et maintenant, ce qui est intéressant avec le concept de la niche fluide, c'est qu'une fois que tu es arrivé au niveau 4, le fait de te nicher à proprement parler, tu peux remonter dans, à nouveau, juste faire des LP pour les agences si les agences créatives, elles t'ont saoulé. Et tu peux remonter petit à petit comme ça. Donc en fait, tu vas pouvoir te retrouver à lancer d'autres projets dans le même domaine, parce que la niche fluide, ça peut être aussi de t'enrichir,
Donc, de continuer de bosser pour des agences créatives, mais tu fais les landing pages, bah maintenant tu maîtrises toute la création du tunnel de vente parce que tu t'es mis à faire des automatisations aussi, mais toujours pour des agences créatives, etc. Donc, explorer en fait de nouveaux domaines et remonter et ou remonter dans les niveaux. Donc, comme ça, son nom l'indique, le principe de la niche fluide, c'est que tu es en mouvement. Tu montes et tu descends de niveau, ce qui fait que tu ne peux pas te sentir enfermé. Parce que si on reprend notre schéma, à partir du moment où tu en as marre du truc ultra précis que tu fais, soit tu changes, soit tu t'élargis. Il y a un client qu'on a accompagné qui était copywriter et créateur de landing page pour les infopreneurs. Et en fait, vu qu'il a bossé dans le milieu en fait des infopreneurs, dans les équipes d'infopreneurs, il s'est retrouvé à un moment à faire aussi du copywriting pour des emails, à répondre à un besoin de copywriting pour le tunnel de vente de manière générale. Et en fait, maintenant, il va carrément s'occuper de, enfin c'est un peu le bras droit entre guillemets des infopreneurs pour des lancements et des évolutions, des steps de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que en fait, vu qu'il a été immergé dedans quand il était sous-spécialisé, enfin surniché dans un domaine, et qu'il a pu toucher petit à petit à d'autres choses, parce que aussi il était curieux d'autres choses, et ben maintenant il en avait marre de cette niche, donc il est remonté d'un niveau et il a élargi ses domaines d'activité. Par contre, évidemment, ça peut pas arriver tout de suite si tu n'as pas de preuve sociale, si tu n'as pas de preuve de marché. Maintenant, avant d'aller dans des exemples concrets, comment bien se nicher? Il y a un truc qu'on dit toujours à nos clients, c'est que bien se nicher, c'est le point entre faire ce que tu aimes et faire ce que le marché veut. Parce que si tu as l'un mais que tu pas l'autre, tu auras très certainement pas de résultat en fait, ou juste ça sera pas durable. Donc tu dois analyser tes forces et tes passions. C'est pas ce truc SWOT des forces et faiblesses, et encore, c'est quelque chose que tu peux faire si c'est quelque chose auquel tu es habitué, mais tu vas te nicher dans quelque chose dans lequel tu es fort et sur lequel tu as des connaissances. Tu vas pas te nicher sur un domaine qui t'intéresse depuis 3 semaines et que tu n'as jamais testé. Ça n'a aucune logique en fait business et stratégie. Ensuite, il faut que tu identifies les marchés qui sont solvables parce que, évidemment, bah, niche, t'as pas de clients qui payent, bah, t'as pas de niche quoi. Tu n'as pas de business. Donc il faut que tu cherches déjà, est-ce qu'il y a des offres, en tout cas, est-ce qu'il y a des recherches de missions, d'emploi, en tout cas de prestataires d'une façon ou d'une autre, de la part d'entreprises dans ce marché-là, pour ce que tu peux proposer. A contrario, est-ce qu'il y a des prestataires qui sont positionnés sur ce marché-là et qui proposent leurs services et qui ont l'air de fonctionner? Est-ce qu'il y a des signes de douleurs fortes, par exemple situation économique, par exemple des recherches actives de solutions, des publications, enfin, en fait il y a plein de données sur le marché que tu dois aller chercher. Nous on a toute une liste de données en interne sur ok il faut que tu ailles ici, ici, ici parce que Y, Z, tu dois chercher ces données, tu dois comprendre quels sont les signaux en fait que le marché t'envoie, que tu peux analyser pour savoir si c'est intéressant ou pas de te nicher sur ce marché-là. Comme je l'ai dit juste avant, observer la concurrence de benchmark. En fait, enfin, s'il n'y a pas de concurrence, il y a deux possibilités. La plus probable, c'est qu'il faut se méfier et que c'est pas intéressant de se mettre dessus. La deuxième, c'est que c'est tout nouveau et donc tu vas être un des premiers sur le marché. Mais si c'est cette deuxième possibilité, il faut que tu ailles voir aux US ce qui se passe. Si aux US, effectivement, ça commence à prendre de l'ampleur, alors tu risques d'être le premier sur le marché français. Mais chaque marché est différent. Le marché français ne va pas forcément se comporter et avoir les mêmes habitudes de consommation que le marché US. Donc, est-ce que le marché français est assez mature à ce moment-là? Plein de data à aller chercher encore une fois. Évidemment, la meilleure façon de regrouper toutes ces datas, c'est d'aller parler à ta cible. Tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un si tu n'as même pas parlé à cette personne-là, si tu n'as même pas discuté avec elle de ses besoins, de ses problématiques, de ses douleurs, de ses envies. C'est pas possible. Et ensuite, bah, tu testes. Il faut qu'une fois que tu as les données, une fois qu'elles sont validées par le marché, bah, que tu ailles concrètement le proposer au marché, que tu testes, que tu analyses, que tu optimises, que tu te mouilles. Enfin, en fait, tu peux pas lancer ton business si tu pas testé. Ça part de là. C'est le principe de l'action. Et ensuite, bah, petit à petit, tu dois bien prendre en considération que si tu pas envie de t'enfermer, eh bien, il faut toujours être alerte là-dessus, toujours te former, bien évidemment, sur ton domaine d'expertise, continuer d'être alerte sur ton marché, continuer de davantage chercher à comprendre ta cible, de rentrer dedans, d'établir ses besoins et de voir comment toi tu peux évoluer avec. Maintenant, dans le concret, quelles sont des niches sur lesquelles on a pu positionner des clients qui étaient intéressantes et qui ont bah, littéralement fait exploser leur business? En fait, la plupart des clients qu'on accompagne avec Produscape, bah, ils sont évidemment dans cette situation de gros voyants rouges qui s'allument.
je suis perdue, je sais pas comment me nicher, je sais pas où je dois me nicher, je sais pas qui viser, etc., etc. Donc déjà, on fait un point, est-ce qu'il faut se nicher en termes de cible, est-ce qu'il faut se nicher en termes de prestation de service, est-ce qu'il faut faire les deux? Bref, on va chercher toute la data, etc. Une fois qu'on a cette data-là et qu'en parallèle, on leur a fait comprendre que non, se nicher correctement, ça ne fait pas perdre des opportunités, ça en génère juste bien plus, eh bien, on a pu avoir des très beaux exemples. Par exemple, on a mis une cliente qui, de base, était graphiste. Donc avant Produscale, elle proposait tout type de services de graphiste, d'identité visuelle, du web, du print, peu importe. Elle était un peu perdue, forcément, et elle faisait entre 500 et 900 € par mois. Qui dit un chiffre d'affaires assez bas comme celui-ci, dit démotivation, dit perte de confiance, etc. Et en fait, on a vraiment fait cet exercice de qu'est-ce qu'elle voulait, à qui elle voulait, avec qui elle voulait vraiment travailler, sur quoi est-ce qu'elle avait le plus d'expertise et avec lequel elle était le plus à l'aise et sur quoi il y avait le plus de demandes. Et on a mixé et elle s'est nichée sur la création de fiches produits pour les e-commerçants, la création du design de fiches produits pour les e-commerçants. Donc elle s'est focus sur une expertise qui la rendait bien plus crédible pour une seule cible. Résultat, plus de 3 000 € par mois au bout de 2 mois de mise en place de cette niche. Et bien évidemment, des systèmes d'acquisition qui vont avec. Ça, c'est un exemple particulier parce qu'il y avait plusieurs datas du marché qui se regroupaient là-dedans. Si je prends un autre exemple, on a pu accompagner une cliente qui s'appelle Emma. Avant Produscale, elle proposait de l'UGC, parfois un petit peu de vidéo, de la création de site web, enfin, un peu de tout en fait. Elle savait pas trop quoi proposer, pourquoi, comment, et comment elle pouvait se démarquer sur un marché qui est très saturé, très concurrentiel comme le marché de l'UGC. Donc elle hésitait à se nicher parce qu'elle avait vraiment vraiment peur de se nicher et de perdre des opportunités et elle venait de se lancer. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a trouvé une offre, une cible, un positionnement qui lui correspondait vraiment et qui correspondait à son énergie et à son marché grâce à une étude de marché approfondie. Et elle s'est mise à faire des vidéos pour les entreprises du monde de la food, donc les restaurateurs et les boîtes food. Donc là, c'est un screen par exemple. On a accompagné une cliente qui s'appelle. Là, je prends des exemples de 3 meufs, mais c'est pas parce qu'on accompagne que des meufs, c'est juste que c'est les exemples qui me paraissaient les plus parlants pour illustrer les propos de cette vidéo. Une cliente qui s'appelle Chloé, qui, avant de bosser avec nous, elle était CM, elle faisait à peu près 500 € par mois. CM, mais avec de la photo. Et son objectif de vie, c'était vraiment de vivre de la photographie. Elle avait pas trop de structure, pas d'offre, pas de cible, pareil, peur de s'enfermer et toujours cette idée en tête de je veux vendre de la photo. Et bah, on l'a niché sur quoi? Sur la photographie événementielle, mais pas événement d'entreprise, plutôt événement culturel. Donc elle a bossé avec des festivals, des offices de tourisme, etc., etc. Qu'est-ce que ça a donné? Bah, elle a fait un fois je ne sais combien sur son chiffre d'affaires. Elle est passée à 4 000, 5 € de chiffre d'affaires par mois. Énormément de demandes, énormément d'opportunités, gros confiance en elle qui a été boostée, etc., etc. Enfin là, je peux mettre un screen à nouveau de son retour. L'idée, c'est pas de montrer juste les avant-après, c'est de montrer que à partir du moment où il y a plusieurs datas du marché, et il y a un domaine d'expertise qui permet de coupler les informations et de proposer une solution qui répond à un besoin, alors tu as une niche banger. Et ensuite, garde en tête que tu dois consolider cette niche dans cette optique de fluidification future pour ne jamais te retrouver enfermé et te dire que tu peux toujours évoluer. Certes, tu vas forcément évoluer dans une certaine case, entre guillemets, qui va être la case des domaines, mais tu vas toujours pouvoir évoluer et rien n'est figé dans le temps, c'est le principe du business. Donc, le but de cette vidéo, c'était de montrer qu'une bonne niche, ça peut littéralement sauver ton business, comme l'exemple des 3 clientes que je t'ai montré. Et surtout, que une bonne niche, elle doit être bien pensée et bien validée par le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce sujet a été suffisamment précis pour que vous puissiez l'actionner, et c'est le cas d'ailleurs. Si jamais il y a d'autres thématiques que vous souhaitez que je traite en vidéo, dites-le moi en commentaire, ce sera un plaisir de faire quelque chose dessus. Et d'ici là, à la prochaine, avec une nouvelle vidéo qui va arriver sur un nouveau sujet.